Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actifs privés, du non-coté et surtout de ce phénomène de démocratisation des actifs non cotés qu'on a pu observer ces dernières années. Alors, qui a pris son essor un peu avant le Covid, mais qui a considérablement accéléré depuis. Je parle de ce phénomène de démocratisation. Et enfin, on peut mettre quelques chiffres sur ce phénomène grâce à l'enquête et l'étude qui a été réalisée par France Invest. Son directeur général, Alexis Dupont, est à mes côtés pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Merci beaucoup, mais j'attendais effectivement d'avoir une enquête comme celle que vous avez réalisée avec les données Harvest Cantalis, je crois. Avec ça, vos données, mais avec vos données et en partenariat avec Cantalis, autant pour moi, pour mettre quand même quelques chiffres sur ce phénomène. Alors qu'on accompagne, qu'on observe, qu'on décrit, qu'on commente. Ici, j'allais dire depuis presque 3 ans maintenant, Alexis. Je donne juste le périmètre de l'étude parce que c'est quand même important. Donc, c'est une étude que vous avez menée sur les fonds d'actifs privés, d'actifs non cotés, bien sûr, destinés au seul grand public. Vous avez exclut évidemment les fonds destinés aux investisseurs professionnels et même aux investisseurs non professionnels avertis, comme la classification, voilà, ceux qui sont capables d'investir plus de 100 000 euros. Donc là, on est vraiment sur la partie grand public. Et donc, du coup, l'étude a porté sur ce que j'ai vu, 89 véhicules d'investissement qui sont déployés par 27 sociétés de gestion en France. C'est ça, Alexis. Exactement. L'étude a porté, en fait, sur l'échantillon qui existe aujourd'hui sur le marché. Je pense que l'étude est quasi exhaustive aujourd'hui, sur ce qui il peut toujours y avoir des petits manques, mais globalement l'étude est exhaustive et ce qu'on voit c'est que ça concerne du coup essentiellement des FCPR. Oui, c'est ça. On met de côté FIP, FCPI qui ont des fonctionnements un peu différents. Qui ne représentent plus grand chose sur le marché aujourd'hui et puis qui sont plutôt le véhicule qui était utilisé dans le passé. Là, le mouvement qu'on voit et qu'on avait envie d'étudier un peu dans le détail et de commenter, c'est ce mouvement sur le moins de 100 000 euros mais véhicule FCPR. Bon, quels sont les chiffres qu'on peut mettre là-dessus, là, déjà, pour quantifier un petit peu ce que cette démocratisation a apporté, effectivement, en termes de levée, d'encours, etc. Alors, on avait déjà beaucoup de chiffres dans nos collectes antérieures sur la population au-dessus de 100 000 euros, family office, personnes physiques fortunées, françaises, étrangères, tout ça, au global, c'est plus de 5 milliards d'euros, mais là-dedans, on n'avait pas tout l'échantillon, on n'avait pas toute la diversité qu'on trouve pour les épargnants en dessous de ce seuil-là de 100 000 euros, CFCPR, et on a trouvé une population qui, en fait, est à la fois très intéressante, très diversifiée et quand même déjà assez largement constituée. En encours, c'est pas loin de 8 milliards d'euros et on voit une accélération très forte puisque rien que la collecte de l'année 2023, c'est pas loin de 2 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Sur 8 milliards d'encours total à fin 2023. Donc les choses accélèrent assez rapidement et d'ailleurs on le voit parce que l'âge moyen des fonds dans notre échantillon, c'est 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi. Donc ça se développe à une vitesse assez rapide. Ouais. Comment on caractérise effectivement ces fonds qui sont vraiment dédiés au grand public? Quels sont les points de différence majeurs avec la manière dont les institutionnels, eux, et depuis longtemps, se sont investis dans des stratégies, des véhicules d'actifs non cotés? Il y a des similarités, puis il y a des vraies différences, notamment en termes de constitution. Nous, ce qui nous a quand même beaucoup surpris, c'est que c'est vraiment du non coté. C'est pas du capital investissement, du private equity, c'est du non coté. Au sens large. Au sens large, les actifs sous-jacents en fait sont beaucoup plus diversifiés que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Il y a une part importante de dette privée, d'equity, du primaire, du secondaire, des liquidités, parfois des actifs cotés. Donc on a vraiment des produits. C'est une classe d'actifs nouvelle en train de se déployer sous nos yeux et avec des différences du coup avec le monde institutionnel. Ça fonctionne plutôt en appel immédiat là où le monde institutionnel fait ce qu'on appelle de l'appel progressif de capitaux en fonction des besoins. Les sous-jacents sont plutôt plus matures en moyenne avec des courbes, ce qu'on appelle la courbe en J, donc la façon dont la valeur se crée dans le temps, qui sont un peu moins creusées. Donc on a des choses qui sont un petit peu plus lissées. C'est quelque chose d'autre. C'est plus dérisqué, on peut le dire comme ça, Alexis? Ça reste des placements à risque, forcément. Non, mais bien sûr, tous les disclaimers s'allument, etc. Mais dans cette fameuse courbe en J, là, c'est des... Mais on voit que le mix d'actifs, le mélange entre l'equity, la dette, des actifs plus matures parfois, puisque le secondaire, on a des actifs qui sont déjà un petit peu plus loin dans la courbe de maturité, donc qui sont à un niveau de rendement-risque qui est un petit peu différent. Tout ça contribue à avoir des profils d'investissement, de rendement-risque qui sont un peu différents aussi pour les épargnants. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Pourquoi l'industrie a fait ce choix
des appels immédiats, effectivement, en capital pour cette population grand public par rapport à ce qui se pratique traditionnellement, j'allais dire, dans cette industrie Les véhicules ont été conçus pour ça, et puis c'est des problématiques assez pratico-pratiques. Ouais. C'est comme un syndic de copropriété. Quand il faut appeler les charges tous les mois, c'est compliqué. D'accord. Ah oui, c'est juste la gestion de la programmation de la trésorerie disponible, etc. Pour, Oui, enfin, il y a des problématiques techniques. Sur des véhicules avec entre guillemets, peu d'investisseurs, plus avertis, mais qui peuvent quand même être des personnes physiques, des entrepreneurs, ça peut encore fonctionner. Mais c'est vrai que quand on descend sur des véhicules qui sont commercialisés à beaucoup de gens, à des moments différents, on voit le poids des evergreen d'ailleurs dans ce paysage-là, mais on y reviendra peut-être. Ce sont des schémas en fait qui fonctionnent plus de façon simple. Donc allons-y, fonds evergreen, puisque c'est la grande majorité des fonds sur les je ne sais plus, 90 ou 89 véhicules que vous avez regardés. La très large majorité, voire l'unanimité quasiment, sont des fonds ce qu'on appelle evergreen. Alors pas forcément l'unanimité, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est vraiment surreprésenté en nombre et en poids par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché institutionnel dans cette nouvelle offre retail non cotée qui est en train de se déployer. C'est pas illogique parce que un des enjeux des fonds evergreen, c'est de permettre une forme de gestion de la liquidité. Alors après, on va pas transformer des actifs illiquides en actifs liquides. On crée de la valeur dans le temps, on sait pas faire autrement. Donc on ne fera pas de miracle, mais c'est une partie de la réponse à ces problématiques de liquidité qui reste importante pour les épargnants. Et puis le fonds Evergreen, il est non daté. Donc oui, c'est ça, il faut expliquer. Evergreen, il n'y a pas de date de fin, enfin, il y en a une. C'est souvent des fonds semi-liquides, avec des possibilités de sortie qui peuvent être plus ou moins fréquentes selon les véhicules. Donc par rapport au fonds fermé au rachat de capital investissement, c'est 10 ans. C'est un tunnel. Voilà, exactement, un tunnel, on ne sort jamais. Là, il y a des possibilités dans ce type de fonds. Et un autre avantage que ça présente, c'est que ce sont des véhicules qui du coup peuvent rester longtemps sur l'étagère de réseaux de distribution. Et on voit d'ailleurs que le marché est beaucoup en train de s'intermédier par le biais de l'assurance vie en unité de compte, et donc qui présente des avantages non négligeables. Après, le marché se crée avec une diversité. Il y a différentes stratégies. On n'est pas en train de dire qu'il y a pas chose unique, mais c'était marquant dans ces résultats. C'est une caractéristique marquante, notamment par rapport, encore une fois, aux pratiques traditionnelles dédiées à des clients plus sophistiqués ou institutionnels en l'occurrence. Effectivement, intéressant de savoir comment le grand public et ses épargnants particuliers accèdent à ce private equity. Et là aussi, l'étude réalisée montre que l'assurance vie reste l'enveloppe privilégiée pour accéder à ces unités de compte, en l'occurrence. Oui, ce qui n'est pas surprenant, puisque la classe d'actifs est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce qu'on peut trouver de façon plus traditionnelle chez un distributeur. Donc c'est intéressant d'avoir une distribution intermédiaire par des réseaux qui sont capables d'expliquer, de présenter. Et d'ailleurs, il faut qu'on travaille aussi beaucoup à la formation de ces réseaux, parce qu'il faut que l'information donnée aux épargnants soit très claire, précise, non trompeuse. Donc c'est un vrai travail pour nous. Mais c'est pas surprenant. Et puis l'assurance vie, c'est un élément incontournable dans le paysage français. Pierre angulaire, effectivement, de la gestion de l'épargne. C'est pas très étonnant, effectivement. Nous, on pense qu'il y a aussi un gros potentiel que l'étude ne reflète pas encore beaucoup, qui est sur l'épargne retraite. Parce qu'un des principaux freins ou problèmes parfois évoqués par rapport à la diffusion du non-coté dans l'épargne, c'est la liquidité au sens horizon de placement. Dans l'épargne retraite, quand vous investissez à 20 ans ou 30 ans, c'est un effet qui se gomme complètement. Donc ça a beaucoup de sens, et on pense que la loi Industrie verte va beaucoup faire accélérer. D'autant qu'il y a eu un réel engouement pour les produits d'épargne retraite depuis leur création. Parce que ça a beaucoup de sens. Quelque part, c'est un rattrapage par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis ou autres, où il y a une part de non-coté qui reste résiduelle, mais qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver dans les produits français. Est-ce que l'adaptation de ces produits au grand public, notamment sur l'aspect liquidité, etc., est-ce que ça s'est fait au détriment de la performance ou pas ? Qu'est-ce que vous avez pu mesurer de ce point de vue-là, sachant encore une fois qu'on est sur des historiques de performance encore jeunes en la matière ? Voilà, il faut être très prudent là-dessus. Les historiques sont relativement jeunes, et puis les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme chacun sait, donc il faut être très prudent par rapport à ça. Nous, ce qu'on voit dans cette étude, qui est factuelle par rapport à ce qu'on identifie sur le marché, c'est qu'à âge de véhicule équivalent, ça n'a visiblement pas d'impact très important, parce que la constitution des portefeuilles, le timing dans lequel ces portefeuilles se constituent peut permettre de lisser des effets différentiels. Après, évidemment, quand vous avez un fonds Evergreen dans lequel vous avez un petit peu de liquidité pour faire face à des rachats, il y a un arbitrage entre liquidité et performance qui peut se faire, mais qui n'est pas si significatif que ça.
Encore une fois, tout ça à prendre avec prudence et à apprécier dans le temps ce qu'on fera, nous, année après année. Voilà. On a eu en revanche la satisfaction de constater que les moteurs de performance, au sens le multiple d'investissements qu'on pouvait trouver, étaient finalement pas si différents dans son approche que ce qu'on peut voir dans le monde institutionnel. Bien que les actifs sous-jacents soient finalement assez différents. Ouais, je comprends. Et on aurait pu s'attendre à des différences qu'on n'a pas constatées aujourd'hui. Là aussi, il faut voir comment tout ça évoluera dans le temps, mais c'était plutôt positif. Ouais. Est-ce que les grands publics, les clients privés qui se sont intéressés à ces actifs non cotés, l'ont fait aussi avec des motivations d'impact ? Je pense que c'est toujours une motivation quand on s'intéresse au capital investissement. D'abord, aujourd'hui, il y a quand même finalement une offre qui émerge tout juste, mais qui part de pas grand-chose sur le marché. Et le moteur principal de ce qu'on mesure, on fait des sondages régulièrement pour voir ce qui intéresse les épargnants dans ce type de placement. Alors, la performance, ça revient. Voilà, ça c'est assez normal. Mais c'est pas le seul moteur du tout. L'aspect financé des PME, des ETI ou évidemment des startups avec une dimension locale, puisque l'essentiel de nos investissements aujourd'hui, plus de 80% est en France, avec un placement, je dirais, tangible, qui souvent qu'on peut expliquer à sa grand-mère, c'est-à-dire même si on ne rentre pas dans les détails techniques. C'est peut-être l'entreprise du coin de la rue, quoi. C'est peut-être la PME du coin de la rue, dans laquelle d'ailleurs peut-être qu'on travaille. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est parlant et qui est recherché par les épargnants, presque plus que les objectifs de performance. Mais on le voit à travers les véhicules qui sont proposés. Il y a alors, il y a toute une classification, effectivement, autour du degré d'impact ou du degré d'engagement extra-financier qu'on veut apporter. Est-ce que ça se retrouve ou est-ce que c'est assez blend de ce point de vue-là ? Non, d'abord, je pense que tous, mais c'est vrai au-delà du retail, tous les acteurs du capital investissement aujourd'hui, quand ils investissent dans une entreprise à 10 ans, aujourd'hui, ne peuvent pas faire l'impasse sur le fait de la transformer sur le plan de la durabilité. Donc là, ils le font tous. Après, ils le reflètent plus ou moins dans leurs éléments marketing, et là-dessus je pense que tout le monde est très prudent aussi pour rien dire d'inexact ou de trompeur, d'exagéré, oui. Mais au-delà de la durabilité, je pense que l'épargnant va chercher le sens, la cible d'investissement qu'on comprend, qu'on a envie d'aider, enfin une forme d'affection presque dans ce qui est fait. Ouais. Bon, très intéressant. En tout cas, voilà, je retiens c'est 8 milliards d'encours pour le grand public dans le non-coté avec le mouvement de démocratisation de ces dernières années et 2 milliards levés en 2023. Et ça grandit beaucoup. On n'a pas parlé des frais. On a quand même eu la satisfaction de constater que ce qu'on voit souvent reflété dans les publications diverses, ce sont des frais maximum qui sont dans les documents commerciaux, parce que c'est la seule information qui existe publiquement. On avait cette intuition, mais quand on regarde en pratique, les frais réels, ils sont bien en dessous des frais maximum, ce qui est bien normal, mais c'est quand même important de le dire. D'accord, effectivement. Oui. Quand je parlais du rendement net de frais, moi, c'est forcément il n'y a que ça qui compte à la fin de la journée. Merci beaucoup, Alexis. En tout cas, nous avons apporté ces éléments d'analyse. Je ne sais pas, l'étude n'est pas disponible, non, je crois. Enfin, bientôt. Elle le sera bientôt. Voilà. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, voilà, il y a des grands chiffres. Vous pourrez retrouver l'entretien en replay et l'étude peut-être bientôt disponible chez France Invest. Alexis Dupont, directeur général de France Invest, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.